Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et bonsoir à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va débattre des grands titres de l'actualité avec notamment ces refus d'obtempérer et les 3 policiers qui ont été libérés aujourd'hui après avoir ouvert le feu, vous vous en rappelez, samedi sur une voiture en plein refus d'obtempérer. On est avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avec un avocat, Maître Golnadel, Gilles William de son prénom. Nous sommes avec le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Et avec Jean Garrigue, directeur, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir. On va donc revenir, bonsoir mon cher Jean, sur ces 48 heures de garde à vue pratiquement pour les 3 policiers qui ont tiré sur un véhicule samedi dans le 18e arrondissement de la capitale. Ils sont sortis libres cet après-midi, sans charge retenue contre eux pour l'instant. Sandra Buisson du service police-justice de CNews nous explique les dernières avancées du dossier. Sandra. Les policiers ont été presque jusqu'au terme du délai de garde à vue et pour l'instant, la justice considère que les éléments d'enquête ne montrent pas que les policiers ont ouvert le feu sans respecter les règles d'usage de l'arme de service. Les investigations continuent et si des éléments dans les semaines ou les mois qui viennent venaient à démontrer le contraire, les agents pourraient alors être mis en examen car plusieurs actes d'enquête cruciaux restent à réaliser. L'expertise balistique qui sera croisée avec les auditions, les vidéos et même les éléments qui remonteront d'un appel à témoins, le tout permettant de préciser les mouvements du véhicule suspect, quel policier a effectué quel tir, à quel moment et dans quelles conditions. Les policiers affirment qu'ils ont fait feu quand le conducteur a redémarré et accéléré, mettant en danger l'agent coincé entre le bus et le véhicule, ainsi que son collègue qui se trouvait en face sur la trajectoire de la voiture. Ce qu'a contesté le passager arrière du véhicule au micro d'RTL, un témoignage balayé par l'avocat des policiers. Nous avons suffisamment d'éléments pour contester ce témoignage, évidemment. Il y a un des policiers qui est percuté et qui se trouve véritablement en danger au moment où il tire. De son côté, le conducteur du véhicule est visé par une enquête distincte, ouverte notamment pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et aussi pour conduite sans permis, alcoolisé et sous stupéfiants. Son état de santé stabilisé, il a pu être placé en garde à vue et devrait pouvoir être auditionné prochainement. Voilà pour les explications de Sandra Buisson. Mathieu Vallet, commissaire de police, vous avez rencontré les 3 fonctionnaires qui ont été libérés cet après-midi. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Oui, Laurence Ferrari, écoutez, j'ai rencontré cet après-midi tous les policiers du 18e arrondissement et cette brigade VTT qui fait partie de cette brigade territoriale de contact. Ces policiers du quotidien que les habitants du 18e connaissent si bien, écoutez, ils étaient marqués. J'ai été très touché par leur visage marqué, les traits tirés, mais ils sont courageux, ils sont dignes. C'est des policiers motivés qui sont inspirés et imbibés d'une seule chose, c'est de protéger. Ils ont eu très peur pour leur vie. Les policiers n'ont évidemment pas tiré de gaieté de cœur. Ils l'ont fait parce que c'était le dernier recours, l'usage ultime pour protéger la vie de leurs collègues qui auraient pu être écrasés contre un bus. Et je leur apporte évidemment tout mon soutien. Mais vous savez, quand on croise le visage, le regard de ces policiers qui, lorsqu'ils sont rentrés en école de police, ne s'attendaient évidemment jamais à tirer avec leur arme à feu parce que c'est toujours le dernier recours qu'on utilise nos armes pour se protéger. Et ben, je peux vous dire que ça m'a énormément touché. Ils sont actuellement parmi leurs collègues. Ils essayent de retrouver un peu leurs esprits. On est soulagés, non pas qu'on avait un doute, mais parce qu'on savait que, moi j'étais persuadé qu'ils étaient dans leur bord droit. Je n'ai jamais douté des policiers, encore moins de ceux qui nous protègent et qui protègent la vie des autres et la leur. Et donc là, ils vont retrouver leur famille. Il y a une collègue qui est de la province, et puis ils vont retrouver leurs siens pour récupérer des forces. Parce que cette épreuve, elle a été dure, elle a été rude, et elle a été terriblement compliquée pour eux à vivre, parce que c'est toujours compliqué de devoir rendre des comptes quand on s'estime avoir fait preuve de bon sens et de oui, mais c'est aussi mission. Normal qu'il s'explique sur des faits aussi graves, avec une passagère morte par balle et le conducteur du véhicule blessé grièvement. Mais Laurence Ferrari, le voyou qui conduisait le véhicule n'avait rien à foutre dehors. C'est quelqu'un qui est multirécidiviste dans la conduite sous alcoolémie, qui est en aménagement de fin de peine. Et encore une fois, les personnes qui sont condamnées par notre justice ne font pas leur peine jusqu'au bout. Ça, c'est un problème dans notre état de droit. C'est que on sait que malheureusement, 5% des multirécidivistes sont 50% de la délinquance de notre pays. Et cette personne, si elle avait fait sa peine jusqu'au bout dans un établissement pénitentiaire, sans avoir des aménagements, alors qu'elle respectait très peu ces aménagements de ce qu'on nous dit dans la presse, je suis désolé, mais qu'on ne fait pas sa peine jusqu'au bout. Et en plus, on se paye le luxe de ne pas respecter les obligations qui vont accompagner la sortie de
de prison, eh ben, la main de la justice ne peut pas trembler, cette personne doit rester en prison. Si elle n'était pas dehors, si elle faisait sa peine jusqu'au bout, on n'aurait pas eu d'abord ce drame et ce comportement irresponsable. Là, il était, le conducteur dont vous parlez, qui a été blessé, a été replacé en garde à vue. Oui. C'est-à-dire que son état de santé est désormais compatible avec un interrogatoire. Tout à fait. En fait, avant chaque garde à vue, les personnes qui sont mises en garde à vue subissent un examen médical, soit à la demande de l'officier de police judiciaire, soit à la demande de la propre personne. Là, évidemment, eu égard aux circonstances, il avait été hospitalisé dans un état grave, c'est vrai. Et derrière, son état de santé aujourd'hui permet désormais à ce qu'il pourra rendre des comptes auprès de l'officier de police judiciaire et notamment au procureur qui aura le retour de l'enquête. Encore une petite question avant de passer la parole aux autres invités sur le plateau. Est-ce que c'était la première fois qu'ils ouvraient le feu, vos collègues? Oui, les 3 policiers, c'est la première fois qu'ils ouvraient le feu. Il y a 2 policiers de la brigade territoriale de contact de VTT qui étaient dans l'équipage. Il y a une policière de la brigade police secours, donc ces policiers qui répondent aux appels quotidiens 17 ou alors sur initiative sur la voie publique. Et donc ils ont été très très marqués par l'action, surtout par le fait d'y laisser leur vie. Et vous savez, quand on est dans la police, c'est pas simplement des collègues de travail, c'est des gens qu'on connaît, des familles qu'on connaît, des moments aussi qu'on partage en dehors du travail parce qu'on fait un métier pas comme les autres. Et donc du coup, c'est beaucoup plus qu'une relation de travail ou une relation qu'on échange durant la vacation. C'est plus que ça être policier. Et donc les collègues qui ont protégé leur vie, protégé celle des autres, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu un refus d'obtempérer qui a précédé l'usage des feux. Il faut rappeler que les policiers ont voulu faire un contrôle routier basique, si j'ose dire, à hauteur de Barbès, et qu'il y a eu tout un périple qui a suivi derrière qui aurait pu mettre en danger la vie d'autres citoyens et même la vie d'autres policiers. D'accord. Maître Golnadel, là, visiblement, la justice a estimé qu'ils avaient agi dans le cadre de la loi, donc des règles de la légitime défense. C'est très différent de ce qui s'est passé après le Pont-Neuf, où un autre policier avait ouvert le feu sur une voiture qui faisait un refus d'obtempérer. Là, le policier avait été mis en examen pour homicide volontaire. Ce sont 2 cas de figure totalement différents. C'est la différence entre le jour et la nuit. Parce que dans le premier cas, supposez même que le policier ait eu la gâchette un peu facile. De là à le mettre en examen pour un homicide volontaire, il y a tout un monde. C'est dénué de sens. Là, il me semble qu'on est dans un cadre judiciaire plus approprié. Il est tout à fait normal que dès l'instant où il y a mort d'homme ou de femme, les gens soient en garde à vue. C'est pas parce que vous êtes en garde à vue qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse vous reprocher. On enquête. C'est bien la moindre des choses d'enquêter. Alors moi, à la différence de M. Mélenchon, j'étais pas sur place. Je sais pas tout, moi. Je sais pas tout. Mais je constate... C'est un peu d'ironie de votre part. Il y avait un peu d'ironie. On l'écoutera, Jean-Luc Mélenchon, dans un instant. Je précise pour nos auditeurs. Je pense, compte tenu de la qualité de notre clientèle, je pense que je pouvais me risquer au second degré. Ceci dit, et plus sérieusement, ils auraient pu buller, les policiers. Buller, se tourner les pouces. Oui. C'est facile. Laisser passer la voiture. C'est très facile de pas faire son travail. Il n'y a rien de plus facile. Non, ils ont essayé de faire leur travail. Alors, il y a évidemment un refus d'obtempérer, mais il y a un policier qui est percuté. L'enquête le démontrera, mais ils disent qu'en plus, ils fonçaient sur eux. C'est difficile de ne pas y voir pour défendre sa vie ou parce que vous pensez que votre vie est en danger, de ne pas considérer qu'ils étaient en légitime défense. Mais cette manière, si vous voulez, de mettre je veux dire, il y a tellement de faits divers et variés qui se passent et dont on ne parle pas, comme ce malheureux médecin qui a été tué, dont on ne parle pas, mais on préfère évidemment focaliser sur cette histoire. Bon, pardon, mais j'ai pas a priori, compte tenu en plus des premiers résultats de l'enquête, je pense qu'on est vraiment dans la situation de la légitime défense. Allez, on fait une toute petite pause. Je vous passerai la parole dans un instant. On écoutera aussi Jean-Luc Mélenchon qui en a rajouté aujourd'hui sur le compte des policiers. Et on verra que le gouvernement se mobilise pour lui répondre, à la fois Elisabeth Borne et Éric Dupond-Moretti. Tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Sébastien Ferjou, Maître Golnadel, le commissaire Vallet et Jean Garrigue. On évoque toujours ces refus d'obtempérer et cette passe d'armes politique qui se poursuit entre Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement. Gérald Darmanin avait répondu à Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il avait dit « la police tue ». Et là, c'est la première ministre qu'on va entendre dans un instant qui a décidé de répondre au leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce un effondrement de l'État, notamment à travers la police. L'État s'effondre à travers ses services publics qui ne marchent plus.
C'est le cas de l'hôpital, c'est le cas de l'éducation nationale. L'État s'effondre quand sa police, gérée en dépit du bon sens, ne se comporte plus comme une force de gardiennage de la paix, mais comme une force destinée à domestiquer par la contrainte et la violence ceux qui s'y opposent. L'État s'effondre quand le président de la République décide de supprimer la haute fonction publique qui a été la carcasse de l'État dans notre pays. Je pense au statut des préfets. L'État s'effondre quand il faut des semaines pour désigner quelqu'un à la tête du gouvernement et qu'une fois installé, la personne ne fait strictement rien par rapport à la grande crise qui s'annonce cet été, c'est-à-dire la crise de la sécheresse qui impacte la paysannerie, impacte le système de santé. Je trouve très choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Moi, je rappelle que les policiers, ils exercent une mission difficile au service des Français. Après, ce qui s'est passé ce week-end avec un décès, c'est évidemment tragique. Une enquête judiciaire est en cours, il y a également une enquête de l'IGPN, mais vous voyez, on ne peut pas avoir, comme M. Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis de la police. Mathieu Vallet, vous êtes commissaire de police. Vous êtes surpris par le fait qu'il y a beaucoup de réactions au propos de Jean-Luc Mélenchon, le fait qu'il dise « la police tue ». Cette fois-ci, ça a fait réagir. D'abord, la police tue, c'est une honte. C'est les voyous qui tuent, c'est pas la police qui tue. La police, elle protège la société des voyous et le peuple des voyous. Ensuite, oui, j'ai échangé avec énormément de policiers de tout corps et grade de cette institution. Vous savez, on est habitué aux excès, si j'ose dire, aux méthodes un peu cavalières de cet irresponsable politique qui est Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus dans la République depuis longtemps. Il pensait l'incarner, mais finalement, il la désincarne et il la démolit. Il veut nous déstabiliser, il veut démolir moralement nos policiers, et tous les policiers sont plus que choqués par ses propos. Et d'une certaine manière, écoutez, quand systématiquement, de manière systémique, si j'ose dire, on s'en prend à une catégorie de personnes en raison de leur profession, et je suis désolé, mais c'est du racisme anti-flic. Voilà. Moi, je vois pas d'autre explication. Alors peut-être qu'un jour, il y aura un journaliste qui lui posera plus profondément de questions. Je me dis que quand il était petit, on a dû lui voler un policier son goûter à la cour de récréation. Il a été traumatisé par quelque chose. Il dit qu'il n'est pas systématiquement contre les policiers, mais il dénonce les excès. Ah oui, donc il n'est pas systématiquement contre les policiers, mais il dénonce systématiquement les policiers. Bon, enfin, de toute façon, on n'est plus à une outrance près. Franchement, il y en a marre, il y en a vraiment ras-le-bol. Outrancier, excessif. C'est insignifiant, mais quand même, quand on est responsable politique, respectons les blessés et nos morts qui sont tombés pour le drapeau français, pour la patrie. Il oublie que s'il peut s'exprimer librement, c'est parce qu'on lutte contre les terroristes, c'est parce qu'on lutte contre les voyous, c'est parce qu'on lutte contre cette délinquance du quotidien. Parce que parfois, au péril de notre vie, on sauve aussi des vies. Quand il y a des gens qui sont en danger de mort ou en danger d'être blessés, quand une femme est battue, quand un enfant est battu, quand un cambriolage se produit, quand il y a un attentat qui se produit, on est tout le temps, en tout lieu, en toutes circonstances, au service des Français. Finalement, c'est pour eux qu'on bosse. C'est pour les Françaises et les Français que visiblement M. Mélenchon ne connaît pas. Et d'une certaine manière, vous voyez, j'ai vu des extraits où il méprisait les gens quand on lui demandait un cliché photographique, un autographe ou une prestation. Ça ne m'étonne pas qu'il déteste les policiers, parce que les policiers, c'est le peuple. Et visiblement, le peuple, c'est quelque chose qui méprise, puisqu'à longueur d'extraits vidéo qui, pour le coup, montrent la réalité, confirme ce qu'on pense déjà de lui, c'est-à-dire que c'est un anti-républicain qui dessert, en fait, finalement, ceux qui le protègent. Mais vous inquiétez pas, si jamais un jour il a besoin de nous, on sera quand même là, parce que nous, on est républicains. Et la République, c'est les hôpitaux, c'est les policiers, c'est les enseignants. C'est en aucun cas sa personne qui insulte en permanence nos collègues. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, sur cette passe d'armes, je le disais, entre Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement, on a quand même le sentiment que le gouvernement choisit de faire monter le ton contre Jean-Luc Mélenchon. On est évidemment à quelques jours des législatives. Oui, bien sûr, mais c'est l'espèce de faux duel à laquelle on est confronté dans cette campagne électorale, largement d'ailleurs à cause du silence des autres partis politiques ou de la manière dont ils s'y sont pris dans leur campagne. Maintenant, sur Jean-Luc Mélenchon, moi, ce que je trouve choquant, c'est la manière dont il essentialise les policiers, effectivement, mais surtout dont il entretient le flou. Je vous en parlais tout à l'heure. Les chiffres, c'est quoi? Si on regarde le nombre de morts, effectivement, qui ont pu être tués par des policiers, si on regarde, c'est entre 15 et 20 par an. L'année où il y en a eu le plus récemment, c'était l'année 2020. 32 morts, et ce sont les chiffres de l'IGPN. Et dans ces 32 morts, ce ne sont pas des morts sous les coups de bavures policières. Ça inclut des terroristes qui ont été abattus pendant des opérations, des gens qui se seraient suicidés parce qu'ils étaient retranchés chez eux. Donc vous imaginez sur le nombre d'interactions qu'il y a au quotidien, ou même dans l'année, entre la police
et la population française et les délinquants. On parlait des refus d'obtempérer. Les refus d'obtempérer, on disait c'est un toutes les 20 minutes. Un toutes les 20 minutes, ça fait quoi? Ça fait quasiment 900 000 par an. Il n'y a pas ne serait-ce que 90 morts par an, ce qui serait déjà une proportion infime. Donc on voit bien que Jean-Luc Mélenchon entretient délibérément le flou. Donc son raisonnement, il est aussi absurde finalement que si on disait l'électorat de Jean-Luc Mélenchon tue. Parce qu'il me semble que vu l'électorat qu'il vise outrancièrement, dans les cités, il a l'air de vouloir justement s'attirer les voix de ceux qui ont maille à partir avec la police. Il me semble que cet électorat-là, ben oui, il tue. Donc vous voyez, enfin, ça n'aurait évidemment pas de sens d'assimiler tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à ça, mais c'est la logique vicieuse qui est la sienne. C'est à partir de cas extrêmement marginaux, tirer des conclusions globales. Mais pourquoi fait-il ça? Il fait ça par cynisme électoral, évidemment, parce que c'est du clientélisme. Il le fait, je vous le disais tout à l'heure aussi, parce que plus profondément, Jean-Luc Mélenchon n'est ni républicain ni démocrate. Il veut mettre à bas les institutions démocratiques. Il veut mettre à bas la démocratie libérale. Il veut un autre régime. Et donc, il veut préparer le peuple à l'insurrection. Mais comment prépare-t-on le peuple à l'insurrection? On le prépare en lui faisant croire qu'il vit une injustice énorme. Il avait donné un entretien il y a quelques années qui s'appelait la préparation de la révolution ou la construction d'un peuple révolutionnaire n'est pas un dîner de gala, pour paraphraser Mao. Mais c'est ça qu'il est en train de faire. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, qui est totalement en dehors du champ, je vous dis, c'est même plus la question de la République, en dehors du champ démocratique, pourquoi lui laisse-t-on le dire sans lui faire porter le coup social qui va avec? Il me semble qu'il y a beaucoup d'autres paroles politiques qu'on essaye de faire taire, alors qu'ils sont, en termes d'excès ou de franchissement de ligne jaune, bien moins loin que M. Mélenchon. Et que disent les alliés de M. Mélenchon? Que disent les socialistes alliés avec Jean-Luc Mélenchon? Que disent les écologistes avec Jean-Luc Mélenchon? Parce que dans ce cas-là, le coup social qui va avec ce genre de transgression, on devrait leur faire porter à eux aussi. C'est ce qu'on a fait à toute la droite, notamment dès qu'elle s'avisait, et je vous parle pas de gens qui se ralliaient avec l'extrême droite, juste de gens qui prétendaient effectivement parfois soutenir la police ou mettre plus de moyens pour le maintien de l'ordre dans le pays. Donc Harry, il y a une coupable indulgence à l'égard de Jean-Luc Mélenchon? Ah oui, certainement. Bon, j'aurais du mal à avoir un réquisitoire aussi complet que celui qui vient d'être fait, mais je le partage. Je le partage totalement. Jean-Luc Mélenchon a fait de l'outrance son fonds de commerce, de la manipulation des faits, du mensonge en politique. Et moi, j'estime, et je le dis à longueur de temps depuis des semaines et des mois, que c'est quelqu'un qui fait un mal terrible à la démocratie. En effet, il s'est extrait de ce champ de la démocratie. Et ce qui est très grave, c'est qu'il a amené au cœur de la gauche française, et en position de domination, il a amené une forme de gauche qui n'est pas du tout compatible avec ce qu'a été la gauche républicaine, laïque, humaniste, etc. Ça n'a plus rien à voir. Et les électeurs de la NUPES, dupés par Mélenchon et par ceux qui sont vendus pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour des circonscriptions, ces électeurs-là vont pour certains voter pour ce personnage, mais pour de très mauvaises raisons, pour quelque chose qui est un flou artistique, alors qu'on le voit bien, le fond du fond, quand on s'attaque à la police, qui est l'une des institutions majeures, l'une des institutions de base de la République, et quand on s'en prend à des hommes, parce que moi j'étais sensible à ce que vous disiez sur ces trois policiers qu'on imagine, des jeunes hommes comme ça qui ont été plongés dans ce truc, et une jeune femme, il a fallu quelques secondes pour réagir. Ils voient quelqu'un qui leur fonce dessus, qui coince leur... Enfin, mais il suffit d'avoir un peu de bon sens pour imaginer que ces gens-là ne tirent pas de gaieté de cœur et qu'ensuite ils vont être marqués à vie par cet événement. Et voilà qu'on essentialise la police en disant la police tue. Non mais alors que la police, au contraire, on devrait déplorer chaque fois qu'il y a un policier qui est blessé, qui est victime même du moindre outrage ou qui est tué, puisque ils sont là pour nous défendre. Et c'est la police de la République. Donc voilà, quelqu'un qui est totalement hors du jeu et qui va, dans ce tour de passe-passe qu'il a réalisé à la suite du second tour de la présidentielle, qui va incarner... C'est ça son secret, c'est qu'il incarne ce vieux fond révolutionnaire qui existe dans la population française. Il incarne pour ces jeunes qui pensent à 60% que la police est raciste, etc. Il incarne une sorte d'illusion révolutionnaire qui va faire pchit, évidemment, je l'espère, mais qui n'est absolument pas ce que devrait être un débat démocratique dans un pays mature comme le nôtre. Juste un chiffre, puisque je vous donnais des chiffres tout à l'heure.
Une police qui tue, c'est la police vénézuélienne. Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts dans des opérations de police vénézuélienne? C'est entre 5000 et 7000 par an. Pourquoi je vous parle de la police vénézuélienne? Parce que le régime vénézuélien, c'est celui où M. Mélenchon se fait payer des vols quasiment tous les étés hors période de Covid en classe affaires parce qu'il a mal au dos, et qu'il ne va pas prendre la peine de payer lui-même ses billets d'avion, et parce qu'il considère que ce sont des régimes amis. Donc une police qui tue, c'est effectivement une police dans un régime qui n'est pas démocratique et dans un régime chaviste qui est exactement l'idéologie qu'il souhaiterait importer en France, puisqu'il veut même une union bolivarienne. Il faudrait que nous sortions quasiment de l'Union européenne pour nous allier avec Cuba ou le Venezuela. Ça, c'est une police qui tue, et 5 à 7 000 personnes par an, tout le monde sera capable de mesurer ce que c'est. Maître Golnadel, le calcul électoral que fait Jean-Luc Mélenchon est un bon calcul pour lui ou pas? Je pense qu'il n'est pas mauvais. Non, parce qu'au-delà du caractère totalement odieux de ses propos, au-delà de l'inversion totale des normes qui fait que les voyous ont raison et que les policiers sont des tueurs, le responsable principal, c'est pas M. Mélenchon. C'est les gens qui, depuis des années, font que l'extrême gauche reste médiatiquement et politiquement impunie. Madame Borne, elle semble découvrir l'Amérique par les propos de M. Mélenchon, mais son étonnement m'étonne. Sauf qu'il n'y a pas eu de barrage contre l'extrême gauche, il y a eu un barrage contre la prétendue extrême droite. La réalité est là, il y a une impunité totale de l'extrême gauche depuis des années, qui a réussi à persuader une partie des quartiers que les Français étaient racistes et que parmi les plus racistes, c'étaient les policiers. Ceci posé, pour répondre plus directement à votre question, mais bien sûr que ça plaît, ces propos-là, une partie de sa clientèle captive maintenant. Bien sûr que ça plaît, bien sûr qu'on est persuadé que dans les quartiers, les Français sont des racistes et que parmi les plus racistes, ce sont les policiers. Donc évidemment que c'est payant. Et au-delà de cette médiocre tactique tellement, je veux dire, tellement dangereuse, il y a aussi le fait que vous avez une Clémentine Autain qui explique tranquillement que si ça ne marche pas dans les urnes, ça marchera dans la rue. Donc, comme ça a été très bien dit de part et d'autre, on prépare déjà d'une manière le fait que les policiers seront illégitimes à utiliser la violence légale de l'État au cas où ça se passerait mal dans la rue. Donc, où que je tourne mon regard, aussi bien au niveau de la tactique que de la stratégie, évidemment, c'est un plan de M. Mélenchon et qu'il n'y a personne, y compris à droite, même la droite très à droite, a simplement oublié par distraction de faire le procès de l'extrême gauche au premier tour des élections. C'est quand même embêtant. Effectivement, quand le maître Golnadel dit certains habitants de certains quartiers pensent que les policiers sont racistes, c'est quelque chose que vous entendez, vous aussi, Mathieu Vallet ? Oui, alors d'abord, moi, je pense aux manifestations. Ces antifas qu'on a laissé faire depuis des années. Et en réalité, je suis désolé, mais dans les manifestations, ces groupuscules d'extrême gauche, d'ultra-gauche, qui ont même phagocyté le mouvement des Gilets jaunes pour en faire devenir des ultra-jaunes, ont pourri nos manifestations. Et au 1er mai, c'était encore eux. Toujours eux. Systématiquement eux. C'est pour ça que ils continuent à s'en prendre, aux candidats. En toute impunité, les antifas font ce qu'ils veulent. Et vous savez, pour être resté concret, j'ai échangé avec des policiers de Saint-Ouen hier, et là où les candidats de la NUPES, enfin, ou NUP, je sais pas comment on les appelle, en tout cas ceux qui nous détestent et qui font notre beurre sur notre institution, faisaient du démarchage en bas des tours où il y avait du trafic de drogue. Donc on voit bien qu'au lieu de défendre des policiers qui luttent contre ces dealers de la mort, ils sont à chercher des voies électorales dans ces personnes qui nous détestent et dont on gêne l'activité par notre action et par nos interpellations. Après, effectivement, dans certains quartiers, il y a une minorité qui nous déteste, qui se considère comme victimes, qui se considère comme les plus oubliés, mais j'ai envie de dire qu'ils aillent voir dans les autres pays du monde. Vous allez en Grande-Bretagne, si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas la carte bleue, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de protection. Bon voilà, vous allez en Amérique, c'est pareil. Et en Amérique, si vous faites pas la maille, au bout de 2 mois, le visa il est enlevé, ou en tout cas vous rentrez pas. Donc nous, on a la chance d'avoir le plus beau pays du monde dans lequel la santé est gratuite, l'éducation est gratuite, le logement social est quasiment en dessous des prix du marché, une police est accessible, une justice, même si c'est améliorable, est aussi accessible. Donc en fait, c'est un combat idéologique, c'est vrai. Et l'idéologie, on attend de nos responsables politiques qu'au-delà des discours incantatoires ou des grandes paroles et des grandes promesses, ça soit au quotidien derrière nous. Vous avez un président de la République qui parle de contrôle au faciès, on comprend que par capillarité, l'extrême gauche a marqué des points. 18h30 sur Europe 1 sur CNews, le rappel des titres de l'actualité, il s'appelle Piboulot.